La question du jour, je crois que c'est le soldat du futur. Donc, moi, je l'ai renommé en une révolution technologique et humaine, parce que je pense qu'il est très important, dès le début, d'associer dans le soldat du futur non pas que la technologie, mais également l'humain, qui est un vecteur dimensionnant très très important dans la transformation digitale et dans les transformations technologiques à venir. Donc, soldat futur, mais également menace future. Quand on parle du soldat du futur, on a tendance également à trop l'aborder par rapport aux innovations technologiques actuelles, sans remettre dans le contexte, finalement, quel est l'ennemi, pour quelle mission je me bats et quelles sont mes missions futures. Et donc, si on parle du soldat futur, il s'agit de bien anticiper quelles seront nos menaces futures, de manière à savoir qu'est-ce que l'on doit construire et quelles sont les voies qui doivent être améliorées pour pouvoir conduire ces menaces, pouvoir conduire nos missions contre ces menaces à l'avenir. Donc le soldat du futur, moi je le résume en 3 termes. Il doit être agile en plein chaos, puisque la nature même du soldat, c'est d'aller sur un territoire où finalement les règles classiques n'existent plus et où le soldat doit trouver une voie pour réaliser sa mission. Et ce chaos, aujourd'hui, on le voit, il est multiforme, il est multisecteur et il est très évolutif. Donc l'agilité, demain, sera un vrai facteur de réussite pour le soldat du futur. À l'agilité, il faut adosser la mobilité. Voilà. Le soldat ne doit pas être lourd, il doit être léger pour pouvoir conduire ses missions de demain. Et cette mobilité, elle est fondamentale. On va le voir, pour que le soldat se reconfigure, pour que le soldat s'adapte justement aux menaces face auxquelles il va être confronté. Connecté, on le voit aujourd'hui, toutes les technologies convergent vers des systèmes qui ont besoin de communiquer. Et donc le soldat demain, peut-être, ce sera l'objet connecté également du champ de bataille. Comment est-ce qu'il va agréger toutes ces technologies ? Le fondement même de ce soldat, vraiment, voilà, c'est la manière dont il va pouvoir interagir dans un monde ultra connecté. Et enfin, le soldat, il doit être ouvert sur le monde et ses technologies. On voit de plus en plus que le développement de technologies uniquement pour le soldat, c'est du passé. Voilà. Le soldat se nourrit des technologies civiles. Il est de toute façon ouvert à les utiliser et obligé de les utiliser, puisque lorsqu'on travaille sur des technologies notamment mobiles, il est illusoire de pouvoir croire encore à des secteurs uniquement militaires pour produire des technologies qui, face au monde civil avec des millions et des millions d'unités, ont gagné d'avance, au moins sur le plan économique. Donc le soldat de demain, est-ce que c'est ça ? C'est une question. Et en fait, moi j'ai envie de dire, eh bien non. Puisque le soldat, c'est ça aujourd'hui, mais ça va être encore ça demain, dans la manière dont le soldat va se déplacer sur le terrain et dont il va interagir avec le terrain. Et donc, il faut bien prendre en compte que le soldat, finalement, c'est une addition de capacités qui seront de toute façon, à l'avenir, indissociables et qu'il va falloir prendre en compte dès à présent pour modeler le soldat du futur. Donc, un soldat, de toute façon, il a besoin de son armement. On n'a pas noté les munitions, mais les munitions, c'est aussi un facteur très dimensionnant pour le soldat. Et c'est des protections. Ensuite, on lui adjoint ces outils d'information et de communication qui, on l'a dit, dans l'avenir, seront fondamentales. Et puis, à tout ça, on y adjoint l'autonomie. Alors, on parle de l'autonomie énergétique, évidemment, des équipements du soldat, mais aussi l'autonomie énergétique qui est inhérente au fait que le soldat doit manger, et bien boire, et bien ça doit être également pris en compte. Et finalement, si on voit un des facteurs clés du soldat du futur, c'est le poids des équipements. Voilà. Le poids des équipements va être à la rupture avec la manière dont le soldat va gérer son action sur le terrain. On a parlé tout à l'heure d'agilité, on a parlé de mobilité. Eh bien, le soldat n'est pas agile, il n'est pas mobile s'il est lourd. Donc, agile en plein chaos, qu'est-ce qu'on va faire ? Légèreté, très important, puissance et résilience. Donc si on va dans le détail,
comment alléger le soldat aujourd'hui, le soldat du futur, comment je l'allège? Eh bien déjà, je vais travailler sur ses protections balistiques. Voilà. Aujourd'hui, on a des évolutions majeures dans les textiles, dans les céramiques, qui vont nous amener un soldat mieux protégé. On n'accepte pas des pertes humaines aussi importantes qu'on pouvait avoir sur des conflits du début du XXe siècle. On est sur des conflits où on veut le zéro mort. Et bien finalement, nos soldats en sont tributaires puisque, évidemment, si on veut du zéro mort, il faut de l'ultime protection pour le soldat. Et plus on protège le soldat, plus on le carapace et plus on l'alourdit. Et donc demain, comment je fais une carapace légère pour le soldat? C'est une vraie question. Et aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses. Ensuite, ça passe bien évidemment par la miniaturisation des équipements électroniques. Alors, on a débuté, mais finalement, ce n'est pas assez. Comment aujourd'hui on a miniaturisé? Eh bien, finalement, ce qui a porté la miniaturisation, ce n'est pas le besoin des soldats, c'est le besoin du jeune urbain moderne qui a dans sa poche son téléphone portable, son baladeur, et puis qui veut aller sur Google en tout lieu et en tout point. Eh bien, on en est tributaire, puisqu'aujourd'hui, c'est des technologies qui arrivent sur le soldat, mais qui ont leurs défauts, notamment en termes de sécurité, en termes de robustesse. Et donc, la miniaturisation des équipements électroniques, elle n'est pas encore gagnée, et elle a de beaux jours devant elle, en tout cas pour le soldat. Rendement des sources énergétiques. Aujourd'hui, classiquement, le soldat, lorsqu'il veut brancher son téléphone, brancher son capteur, sa jumelle et ainsi de suite, ce sont des batteries électriques. Voilà. On n'a pas d'autres alternatives. Donc demain, est-ce qu'on aura des batteries biologiques où finalement ce seront toujours des réactions chimiques mais avec des bactéries par exemple qui vont venir renforcer ma batterie et la recharger automatiquement? Est-ce que c'est des piles à combustible? On a déjà vu des capteurs solaires. Aujourd'hui ce n'est pas efficace, le rendement est trop faible. Donc il y a des vrais travaux en ce sens à réaliser pour amener de la légèreté sur les sources énergétiques du soldat, puisqu'aujourd'hui, voilà, le poids pour une unité d'observation sur le terrain des équipements énergétiques est les 3/4 à peu près de son pactage. C'est énorme. La puissance. Alors la puissance, on l'acquiert comment? On l'acquiert par des moyens d'observation et de détection. Voilà. Voir l'ennemi avant moi. Lorsqu'on est au combat, ce qui prime, c'est la demi-seconde. J'ai détecté l'ennemi une demi-seconde avant lui, et bien ça détermine qui a tiré en premier et finalement qui a gagné la mission. Donc les moyens d'observation et de détection doivent être demain enrichis. Voir derrière les murs, eh bien, ça, on le fait déjà, mais maintenant on arrive même à voir de nuit en couleur. C'est des choses qui étaient inimaginables il y a quelques années. Et demain, voir à des kilomètres, sentir à des kilomètres, c'est vraiment des choses sur lesquelles le soldat du futur doit être en mesure d'aller, en tout cas sur les champs de développement. Le dispositif de camouflage, vous allez sourire si je vous dis que demain le soldat va être invisible, mais on a eu les avions furtifs, eh bien je pense que le soldat furtif, ce n'est pas une vue de l'esprit. On a aujourd'hui des développements dans les textiles notamment, qui permettent des réflexions de la lumière très particulières, très intéressantes, qui permettraient aux soldats peut-être d'être pas totalement invisibles, mais en tout cas d'atteindre un petit niveau d'Harry Potter dans son camouflage. Les outils de suprématie informationnelle. Alors, on l'a vu, le soldat ultra connecté, eh bien demain, comment est-ce qu'il va porter ces outils-là? Eh bien, il va les porter en même temps que sa mission. Et donc on voit que pour gagner au niveau de la suprématie informationnelle, il va falloir lui simplifier les éléments qu'on va lui présenter. Aujourd'hui, les systèmes sont trop denses et on a besoin de les simplifier au maximum pour que le soldat puisse conduire sa mission et que ces outils ne le ralentissent pas plutôt qu'ils optimisent sa mission. Et enfin, effet des armes, collaboration avec les machines. Alors on parle bien de collaboration puisque demain sur le champ de bataille, et ce n'est pas une nouvelle, les machines seront en grande partie autonomes. Et donc comment le soldat va s'insérer dans des machines qui ne dormiront jamais, qui ne seront jamais fatiguées, qui n'auront jamais faim, comment le soldat s'intègre à son niveau dans ce champ de bataille. Enfin, on parle de résilience. Et la résilience, elle ne se définit pas que sur le champ de bataille. La résilience, c'est également dans la préparation physique et psychologique du soldat. On est sur une armée de métier,
La France est en paix depuis plusieurs dizaines d'années, on ne connaît pas la guerre, et donc des soldats qui vont être projetés sur des théâtres d'opération en plein milieu du chaos, comment est-ce qu'on leur inculque les bons réflexes, comment on les prépare justement à ce chaos qui est infernal et sur lequel justement on a demain des risques de troubles psychologiques, et donc comment est-ce qu'on les prépare avec de la simulation, avec des outils justement d'immersion, comment on les prépare à intégrer ce chaos sur le terrain. Également, la résilience, ça passe par des capacités d'adaptation et de réorganisation. On le voit, les armées qui gagnent, c'est les armées qui savent, sur le terrain, réagir rapidement à un nouveau paramètre et se réorganiser. Plus une armée va être figée sur le terrain, plus elle sera facilement attaquable, et surtout, elle aura du mal à se relever d'une attaque qui aurait brisé un de ses pans majeurs de communication ou des pans logistiques. Enfin, utilisation en opportunité de ressources externes. C'est fini le temps où le militaire construit des autoroutes militaires pour lui-même. C'est une vue de l'esprit également, mais voilà, on a des autoroutes civiles, autant les utiliser, que ce soit des autoroutes numériques, que ce soit des autoroutes sur le domaine notamment des phases logistiques. On parle des imprimantes 3D par exemple. Voilà, il faut s'ouvrir à tout ce qui va permettre aux soldats finalement d'utiliser en opportunité au combat des technologies qui lui sont favorables. Mobile et connecté. Quand on parle donc de connectivité, il faut également prendre en compte ces trois paramètres. On doit d'une part savoir effacer la machine sur le champ de bataille. Et effacer la machine, ça ne veut pas dire la supprimer, mais ça veut dire qu'elle doit être la plus transparente possible pour le soldat. Enfin, on doit l'aider, le soldat, à comprendre son environnement et, dans le futur, à optimiser ses canaux de communication. Donc comment on efface la machine ? Ça passe par des données qui aujourd'hui sont des leaders dans le monde civil sur des capacités. Alors, je vous en ai noté quelques-unes, le Visual Flow, l'Open Motion, le Sensitive Network et le Creative Learning, qui sont des modèles de développement, des modèles agiles, qui permettent justement de prendre en compte toutes les spécificités du logiciel pour l'intégrer au mieux dans des environnements complexes et surtout des environnements où le soldat va être stressé en permanence. De manière à comprendre son environnement, le soldat au cœur de l'action, il doit être capable de détecter la menace, préparer l'action et agir au combat. Et donc le soldat du futur, il va vraiment être en lien direct quand il va devoir détecter la menace avec des objets connectés demain. Et donc j'en ai noté quelques-uns. Voilà, il doit pouvoir entendre à distance, le soldat, voir à distance également. Mais demain, on parlait de résistance, de résilience du soldat. Eh bien, je suis convaincu qu'on aura des biosenseurs sur le soldat. Voilà. Connaître le niveau de stress du soldat, savoir après une opération qui est encore capable finalement de combattre, qui a fait un coup de chaleur, et prévenir finalement des risques qu'aujourd'hui on ne détecte pas, d'une personne qui va s'effondrer. Eh bien, on aura prédit à l'avance que cette personne-là, il faut la mettre au repos, il faut la préserver. On a également, en termes de senseurs, demain ce qui arrive sur le champ de bataille, les cybersenseurs. Être capable notamment de détecter l'origine d'un brouillage, de détecter l'origine d'une intrusion, voire même de créer des réseaux de déception en temps réel pour pouvoir leurrer l'ennemi. C'est des choses qui vont arriver sur le champ de bataille plus rapidement qu'on ne le croit. Pour préparer l'action, il va s'agir notamment de développer des outils qui vont permettre de cibler, comparer, partager de l'information. Et puis le dernier, c'est les flux véhicules. Aujourd'hui, on a des véhicules militaires qui ne parlent qu'à eux-mêmes. Demain, ces véhicules seront tous interconnectés et pourront, par exemple, dire au service des essences des armées « j'ai besoin que tu me remplisses le réservoir ». Eh bien, cette notion-là, aujourd'hui, c'est un gain capacitaire important si on l'atteint. Voilà. Pouvoir prédire le lieu de ravitaillement optimisé pour un convoi logistique, c'est quelque chose aujourd'hui qui ne se fait pas, qui se fait difficilement du fait que la consommation des véhicules n'est pas connue à l'avance. Notamment, vous n'êtes pas sans savoir que la défense a un parc de véhicules très hétérogène, et entre un véhicule de l'avant blindé et un véhicule du blindé combat de l'infanterie, on n'est pas sur les mêmes normes de consommation. Plus un véhicule est âgé, plus il consomme, et donc on a vraiment un problème d'anticipation, notamment des flux logistiques. Et plus on va anticiper, plus on va économiser et plus on va maximiser la permanence du soldat sur le terrain.
Enfin, agir au combat, tout ce qui va être du domaine de la localisation va être très important. On a été les rois du GPS pendant les années 90 et 2000, eh bien on va être les rois de la géolocalisation indoor dans les années à venir. Voilà, pouvoir détecter où est mon soldat au 3e sous-sol d'un bâtiment, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui nous manque et qui va devoir être atteint dans les années à venir pour combattre en zone urbaine. Le cœur des zones de combat demain qui seront également dans les villes, et des villes avec des étages, avec des sous-sols, et le soldat devra être agile au cœur de ces villes. La désignation de cible, on en parlait. Les armes à énergie dirigée, je ne vais pas m'étendre dessus, mais aujourd'hui on les considère comme des armes qui vont plutôt être là pour faire des impulsions électromagnétiques. Eh bien, on peut penser également que ces armes pourraient être des dotations individuelles, si on arrive à résoudre le problème de l'énergie, notamment en termes de munitions, c'est-à-dire que demain, une source énergétique unique pour le soldat qui est capable d'alimenter son arme, son réseau radio, et puis pourquoi pas une unité de production d'eau, eh bien c'est quelque chose qui va permettre de gagner du poids. Et donc les armes à énergie dirigée qui sont même au niveau du soldat, c'est quelque chose qu'il faut penser dès maintenant. On parle également de nano-usines, c'est-à-dire que la logistique distribuée, on est dans des logiques aujourd'hui avec des pools logistiques centralisés qui ne sont finalement pas très résilients. Demain, avoir des forêts d'imprimantes 3D qui vont, par exemple, imprimer des pièces en métal pour des véhicules en panne, réparties sur le terrain, va rendre la tâche pour l'ennemi impossible, puisque cette forêt sera tellement répartie sur le terrain qu'il sera très dur de la traiter. Et donc, quand on parlait de flux et de véhicules connectés, eh bien, ces véhicules pourront transmettre leur panne à ces imprimantes qui, en temps réel, pourront finalement, plus rapidement qu'un convoi logistique depuis la France, réapprovisionner nos forces. Détecter, donc ce sera aussi un axe extrêmement important, on en a parlé tout à l'heure, et détecter en zone urbaine. C'est vraiment l'environnement fort de demain sur la manière dont on trace, la manière dont on cible et la manière dont on évite les dégâts collatéraux. Et donc la détection sera majeure si on veut continuer à avoir un effet des armes qui soit le plus proportionné possible. Enfin, on va devoir mieux comprendre et voir différemment, notamment par l'analyse de la donnée. Il va falloir, pour le soldat, proposer des nouveaux modèles de compréhension, par l'intelligence machine notamment, et puis rendre intelligibles des milliers de données qui vont être compilées par le fait que les soldats vont être connectés. Et ces données brutes vont devoir être demain traitées par des soldats data scientists. Donc on aura demain dans nos rangs des data scientists qui vont nous aider à comprendre ce qui se passe et finalement par les signaux faibles peut-être changer le cours des événements et pourquoi pas d'une guerre. Et donc pour comprendre, on devra croiser les données en opportunités. On parlait tout à l'heure d'utiliser le monde civil, et bien là il va s'agir également de croiser des données issues du monde civil, issues des réseaux sociaux par exemple, ou issues de bases de données ouvertes au monde, et donc en les croisant avec des données fermées, en multisources et en multicanaux, en les diffusant vers les forces, eh bien on pourra offrir aux soldats le flux le plus adapté au meilleur moment. Aujourd'hui on est dans le multiflux, c'est le soldat qui doit trier, et bien demain ce ne sera plus au soldat de trier, on lui proposera le meilleur flux au meilleur moment, de manière à ce qu'il soit immédiatement réactif sur sa mission. J'ai un petit schéma pour vous montrer l'importance demain que va prendre cette gestion finalement de l'aspect cognitif du soldat dans ces systèmes d'information. Donc là c'est un exemple avec l'IoT, mais c'est également vrai pour les systèmes d'information. Si vous regardez en rouge, c'est le niveau de stress du soldat. D'accord ? En phase de contact, son stress est au maximum. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il est en phase de contact, que finalement, il va avoir besoin de plus d'informations. C'est-à-dire qu'on va envoyer des informations vers le soldat pour lui donner des solutions lorsqu'il est sous le feu ennemi, le nom de ses appuis, qui est en soutien, et puis lui, il va envoyer des informations, combien de munitions ont été consommées, qu'est-ce que je vois, on va lui demander des flux vidéo, et c'est à ce moment-là, finalement, que sa charge cognitive, donc c'est la courbe verte, est la plus basse. D'accord ? Donc le soldat en plein chaos, eh bien, il a peut-être perdu 90% de ses moyens. Et donc, lorsque demain, je vais fabriquer un système d'information pour le soldat, je ne dois absolument pas prendre comme étalon le moment où le soldat n'est pas stressé. Non, je dois prendre comme étalon le moment où le soldat a perdu 90% de ses moyens. Et ça, c'est une vraie réflexion qui doit être engagée pour le soldat du futur. Parce que son système d'information,
S'il n'est pas capable de l'utiliser quand il a perdu 90% de ses moyens, eh bien, il ne l'utilisera jamais. C'est un exemple, ça très rapidement, d'une salle de contrôle de drones aux États-Unis. Et donc on voit finalement la perte de repères qui peut arriver au soldat qui va combattre sur un territoire qui a des milliers de kilomètres de lui et où on doit finalement lui faire sentir le danger, lui faire sentir l'imminence d'une action et lui faire comprendre l'effet de ses armes à des milliers de kilomètres alors que lui appuie sur un simple bouton. Et bien là, on est vraiment, là aussi, dans la compréhension entre l'homme et la machine qui doit être la plus fluide possible. On parlait aussi d'optimiser les canaux de communication. Eh bien, demain, nous avons ces deux axes d'effort qui sont l'Internet des objets et puis le big data. Comment est-ce que toutes ces informations-là vont passer ? Les réseaux militaires actuels sont du domaine du très bas débit. Et c'est normal, puisque nous avons des très grandes élongations, et puis nous n'allons pas déployer des forêts d'antennes pour couvrir tous nos besoins. Donc demain, l'approche réseau hybride sera un des axes majeurs pour le soldat du futur. Et qu'est-ce que c'est les réseaux hybrides ? Eh bien, c'est un enchevêtrement de réseaux. Au cœur, vous avez les réseaux militaires, très résilients, sur lesquels on va pouvoir passer les messages forts. Et puis ensuite, les réseaux hybrides qui sont des réseaux militaires sur technologie civile qui vont exploiter, par exemple, la 4G mobile. Et puis, pourquoi se fermer à l'usage de réseaux civils en opportunité ? C'est un vrai axe de recherche en permettant aux soldats d'être protégés sur ces réseaux civils. Ouvert sur le monde et ses technologies, donc le soldat doit pouvoir agir dans le cyberespace, utiliser la vitesse des médias et puis maintenir le lien avec la nation en termes de technologie et de recherche technologique, c'est fondamental. Donc, en termes de cyberaction, il doit savoir détecter et contrer les attaques jusqu'au plus bas échelon du champ de bataille. Et puis, il doit également être un acteur majeur dans la supériorité cyber en opération. Être capable, dès le plus bas échelon tactique, de comprendre une attaque et de pouvoir riposter par des actions simples. Et donc, dans nos armes, nous devons avoir des munitions cyber, finalement, c'est une image également, être capable de réagir à des menaces typiques et à les contrer très rapidement. On parlait d'objets connectés tout à l'heure. Je suis convaincu que demain, nous aurons des bombes à sous-munitions de capteurs qui permettront justement de diffuser sur le terrain très rapidement des senseurs qui nous permettront de comprendre ce qui se passe sur le champ de bataille en termes de ressources électromagnétiques notamment. Et donc, avant même que le soldat soit arrivé sur une zone, il sera conscient de la menace qui pourrait s'opposer à lui, notamment sur les réseaux. Les médias, c'est un sujet très important aujourd'hui puisque on le voit, alors on l'a vu pour des élections politiques récemment, mais la diffusion de fausses informations, finalement, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde et qui est relayé très rapidement. Et puis plus c'est fulgurant, plus c'est sensationnel, plus c'est relayé. Et ça finalement, ça peut mettre en défaut un pays entier et une opération entière. Voilà. Si on arrive à diffuser de fausses informations sur un pseudo-génocide réalisé par une armée occidentale sur un territoire, eh bien, ça peut geler une opération qui est en cours. Et le danger, donc, c'est de se faire manipuler par une force belligérante qui viendrait à diffuser ces informations pour modifier le cours de la guerre sans même intervenir sur le terrain. C'est là, donc, qu'est la gestion du caporal stratégique, c'est-à-dire que nous devons être capables de communiquer de ce qui se passe sur le terrain au plus bas échelon, et le politique doit être capable très rapidement d'avoir la bonne information au bon moment sur une opération en cours jusqu'au niveau du caporal. Et ça, c'est fondamental si on veut assurer, donc le troisième point, une présence médiatique dans les flux d'informations qui sont aujourd'hui mondialisés. Et donc l'accès à cette information par les médias, elle est directement orientée par le fait que nos soldats technologiques demain auront des moyens de communication élevés qui leur permettront de remonter l'information très rapidement, et y compris en cas de besoin, du caporal vers le président. Enfin, donc, le soldat, au cœur de la nation, pour être toujours à l'écoute de ses potentiels humains et technologiques. Voilà, le soldat tout seul n'est rien, le soldat sans la nation n'est rien, et donc il doit chercher, à travers toujours ses partenariats, à travers ses colloques, à travers les travaux que nous pouvons faire avec nos industriels de la défense, mais également d'autres industriels, avoir ces partenariats et rechercher finalement la connaissance et avoir ce soldat du futur en tête et diffuser
cette image du soldat du futur pour que, face à la menace, demain, nous ayons les outils rapidement en place qui nous permettent de gagner les guerres du futur. Voilà. J'en ai terminé. Je vous remercie.